Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi le 1er novembre 2017. Il est près de 2h30 et je suis de retour dans mon jardin. Et il a enfin arrêté de venter. Depuis près d'une semaine, il vente. Il pleut beaucoup. Et vous remarquez certainement que mon jardin a beaucoup changé. Les belles couleurs ont commencé à disparaître parce que les feuilles sont tombées et vraiment l'hiver est très proche ici. Il y a quand même un charme à voir les choses comme ça, mais la beauté, c'est vraiment quand tout est plein de couleurs et comme je vous ai montré déjà la semaine passée ou la semaine d'avant, là ça va commencer vraiment à devenir décharné jusqu'à temps que la neige tombe. Et quand la neige va tomber, là, ça va devenir tout blanc. Ça va être beau aussi. Une autre sorte de beauté. Ce que j'aime de l'hiver aussi, c'est que l'air est propre. Il est crispy, comme on pourrait dire. Comme croquant. Parce qu'il n'y a pas de senteur qui est due aux choses qui pourrissent. Parce que présentement, il y a une senteur d'herbe, une senteur de feuilles pourries dans la ville. Que c'est pas une mauvaise senteur, c'est très caractéristique de l'automne, mais c'est tout de même une senteur qui est présente et qui est là dans l'air, ça sent l'automne. Mais l'hiver, ça sent rien, ça sent parce que la neige recouvre tout, elle gèle tout, donc il n'y a plus rien qui pourrit et c'est ça, cette fraîcheur, cette pureté qui est très intéressante. Mais là, c'est sûr que l'hiver, il faut s'habiller, alors que là, on peut encore mettre des manteaux, des petits manteaux. Mais il y a des moments qui c'est très froid. Cette semaine, c'était assez froid. J'ai pensé même sortir mon manteau d'hiver. Moi, j'attends pas très longtemps avant de sortir mon manteau d'hiver. Je suis quelqu'un qui est un peu frileux. Donc, j'aime pas ça avoir froid. J'aime ça être bien habillé. Et dès qu'il commence à faire froid, comme là, c'est pas mal la limite. Je vais sortir mon manteau de toute façon. Je risque de le mettre dans les prochains jours. C'est une journée tranquille encore. J'ai travaillé un peu ce matin. Ce midi, j'ai fait des petits sandwichs pour Martha. Et elle a tellement aimé les tortillas que j'ai fait au début de la semaine qu'il n'en reste plus. Donc, j'en ai fait des nouveaux avec elle. Je lui ai montré comment faire pour qu'elle puisse s'en faire par elle-même. C'est tellement simple. Comme dans ceux-ci, comme vous voyez, ils sont déjà dans le déshydratateur. J'ai juste mis 2 tomates, un poivron rouge, et des graines de lin moulues. C'est tout. Et le tout, après ça, on met ça dans le déshydratateur pour 12 heures, 24 heures. On va voir. Ça dépend toujours de la batch qu'on fait. Alors là, ça devrait être prêt demain pour ses lunchs. Donc, je suis content qu'elle aime ça. Martha, elle est plutôt difficile au niveau des saveurs. Elle est très sélective au niveau des saveurs. Donc, si elle n'aime pas ça au goût, elle ne va pas le manger. Alors que moi, je suis plutôt sélectif au niveau intellectuel. Donc, si je sais que quelque chose intellectuellement n'est pas bon pour moi, je ne le mangerai pas, même s'il est très bon. Et si quelque chose, au contraire, est pas bon, mais qui, intellectuellement, ou selon mes recherches, il est bon pour mon corps, ben, je vais quand même trouver le moyen de le faire entrer dans mon corps. J'ai trouvé plein de manières de faire entrer des choses dans mon corps. Et ça date aussi de l'époque où je faisais des psychédéliques, parce que moi, j'ai commencé avec le cactus San Pedro, qui est vraiment dégueulasse. Vraiment difficile à manger, et puis j'ai été capable de manger ça. Alors, si quelqu'un est capable de manger du San Pedro sans vomir, il peut manger n'importe quoi. Ou presque. Et même les champignons magiques, c'est pas très bon non plus. J'ai trouvé des manières de faire entrer ça rapidement. Donc, je trouve des manières de faire entrer les choses qui sont pas très bonnes. Comme là, cette semaine, j'en prends pas, mais ça arrive souvent que je vais me faire un mix de chlorelle, spiruline, avec d'autres sortes d'algues aussi. J'ajoute souvent du moringa et ça fait une déconcoction verte, gluante, qui sent un peu l'aquarium. Et j'avale ça d'un coup. Martha n'est pas capable. Si elle voulait manger ça, il faudrait qu'elle le mette dans des capsules. Qu'elle mange les capsules, qui goûtent à rien.
Mais moi, je suis capable de faire ça. Et vous voyez aussi dans mon déshydratateur aujourd'hui qui fonctionne à plein, j'ai mis une rangée complète d'ail. Je me dis que je tente aussi bien de faire sécher moi-même mon ail. Comme ça, je suis sûr qu'elle n'a pas été cuite. Parce que, qui sait, est-ce que l'ail en poudre, elle est cuite ou elle est simplement séchée? J'ai plutôt l'impression qu'elle est cuite, donc elle perd la majorité de ses enzymes. Elle n'a plus d'enzymes, elle n'a plus de... La majorité de ces éléments ne sont plus là. Alors que la manière que je le fais, ça va être sec et là, il me suffira de le passer dans le blender ou dans quelque chose qui va le faire devenir en poudre. Donc ça va être vrai, je sais d'où ça vient, ça c'est biologique. J'en ai acheté un gros paquet en fin de semaine. Et puis le reste, c'est des tomates qui continuent de sécher. Les tomates sont assez longues à sécher, c'est vraiment très humide, mais j'en ai déjà une bonne batch de fait. Ça va me servir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Ça se garde après. Donc aujourd'hui, c'est le 1er novembre, donc c'est le premier du mois. C'est généralement à ce moment-là que je fais mon infolette. Si vous êtes intéressé à recevoir mon infolette, vous pouvez vous inscrire sur mon site nicolaslehoux.com. Et puis là, moi, je l'envoie une fois par mois. Je fais un peu un résumé de ce qui s'est passé. J'essaie d'ajouter quelque chose aussi, de donner une valeur ajoutée à mon infolette. Que ce soit pas juste de la publicité. De toute façon, j'ai pas grand-chose à vendre, personnellement. Je vends pas de conférences. Je vends mes livres. Ça, c'est des choses que vous pouvez acheter. Mais à part ça, pour l'instant, je suis pas très agressif à ce niveau-là. Je sais pas de vendre plein de produits. J'ai assez par mon travail de designer web pour pouvoir fonctionner sans me sentir toujours pris à la gorge. Je compte aller au gym tantôt. Martha, elle s'est engagée une entraîneuse professionnelle, donc elle va venir ici. Alors, pendant ce temps-là, moi, je vais aller au gym. Et je me sens de plus en plus dans mon corps. Cette année, c'est vraiment l'année du reboot, comme on pourrait dire en anglais. Le reboot, hein, c'est quand on éteint son ordinateur et on le repart. Moi, ces temps-ci, mon Macintosh, il fait des free games. Et la suite Adobe n'est pas très stable. Et ça arrive souvent que je suis obligé de rebooter mon ordinateur, ce qui est très rare dans l'histoire de mon Macintosh. Parce que j'ai des Macintosh depuis au moins 20 ans. Et jamais j'ai eu de problème. Mais là, présentement, je suis obligé de rebooter. Et je pourrais me rappeler de l'année 2017 comme étant l'année du reboot. C'est là que je me suis rebooté. Vraiment à fond. Jamais je n'avais fait ça dans ma vie. J'ai eu une période psychédélique où j'ai fait un reboot spirituel, intellectuel, subtil, mais là, je l'ai fait physiquement cette année, donc avec un jeûne à l'eau de 24 jours. Et là, je viens de terminer un jeûne au jus de 25 jours. C'est vraiment puissant. Je le sens dans tous les cellules de mon corps. Et je pense que c'est important de le faire. J'ai 42 ans, donc le début de la quarantaine. Carl Jung a parlé comme étant un moment très important, l'âge de 45 ans chez l'être humain, parce que chez la majorité des êtres humains, c'est le milieu de la vie. La majorité des hommes et des femmes vivent jusqu'à 70 ans, donc 45 ans, c'est le milieu de la vie. Et c'est en général à ce moment-là que l'être humain commence à prendre conscience de la mort et commence à y penser beaucoup. Il commence à penser à sa santé, commence à penser à des choses dont il ne pensait pas avant. Et cette année, c'est vrai que dans mon cas, j'ai commencé vraiment à penser plus à la santé, plus agressivement que jamais. Parce que c'est toujours présent, mais étant encore jeune, j'avais pas besoin d'y penser tellement. Mais avant de commencer mon jeûne cette année, il y avait quelque chose qui travaillait en moi qui me disait si tu fais pas ça, il va se passer quelque chose. J'aurais peut-être pu avoir un cancer dans 10 ans, non? Mais je me trouve intelligent d'avoir été très sensible, d'avoir pensé à ça et d'avoir été à l'écoute de mon corps. Et mon corps m'a dit là, tu te nettoies, c'est le temps. Tu as fait des choses qui n'étaient pas très intelligentes dans ta jeunesse, tu as mangé des choses qui n'étaient pas bonnes pour toi.
tu as été un peu naïf en faisant confiance au système, mais maintenant, là c'est clair, le système veut que tu sois malade, donc tu vas te purger. Et c'est ça que j'ai fait. Un jeûne à l'eau, c'est extrêmement intense. Et j'ai perdu 30 livres. Et il y avait probablement de la graisse que j'ai perdue qui datait depuis des années. 10, 20 ans, peut-être plus. Et c'est pour ça que l'année prochaine, je compte refaire un jeûne à l'eau. Peut-être probablement au mois d'avril. Donc si ça vous intéresse d'en faire un, on pourrait synchroniser ça ensemble. Moi, c'est sûr que j'en fais un l'année prochaine. Je sais que le travail n'est pas terminé. Le travail va être terminé lorsque je vais avoir l'air d'un squelette. Selon ça, c'est les théories vraiment hygiénistes du jeûne, où le jeûne est terminé lorsque tu n'as plus de graisse. Qu'on voit tes os, tes muscles. Et là, c'est le temps de recommencer à manger. Et cette année, je ne me suis pas rendu là. J'ai fait 24 jours. Comme je l'ai expliqué hier ou avant-hier, il y avait des variables qui faisaient en sorte que c'était important que j'arrête. Que si j'avais continué, j'aurais pu briser des choses. Notamment ma relation avec Martha. Donc j'étais à l'écoute de moi-même et je vais continuer de l'être parce que c'est super important. Quand on fait un exercice comme je le fais, quand on nettoie son corps physique, c'est comme un bon nettoyage. Vous le faites pour votre auto, vous le faites pour votre maison, vous le faites pour votre vélo. Mais n'oubliez pas de le faire pour votre corps. Et moi, c'est quelque chose qui me semble vital. Moi, je veux vivre vieux et je veux vivre en santé. Je veux être capable d'être un créateur jusqu'à la fin. Et ne me parlez pas d'être un vieux catatonique, malade, avec de la bave qui lui coule sur la bouche. Non, je vais stimuler mon intelligence toujours pour être une personne qui est toujours vivante et intelligente. Il y a dans l'histoire des gens comme ça qui ont traversé la centaine d'années avec toute leur perception, leur intelligence. Et je veux être un de ceux-là. Et donc cette année, c'est une purge. D'une certaine manière, c'est comme si je passais ma vie dans son ensemble au 20-80, à la loi de Pareto. Donc 20% de ce qui reste dans ma vie, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui m'apporte le plus de bonheur, le plus d'argent, d'abondance, etc. Et il y avait un autre 80% qui ne servait plus à rien. Et je peux vivre sans. Et ça représente aussi la perte de poids que j'ai eue cette année. Donc j'ai perdu un bon 30 livres cette année par rapport à mon poids des dernières années. C'est beaucoup. Ça paraît. Et je le sens. Je me sens beaucoup plus léger. 2017 a été une année où j'ai un peu mué comme un serpent qui laisse sa peau quand il veut grandir. Et dans les dernières années, j'avais accumulé certaines amitiés, certains projets, certaines passions, certaines choses qui finalement ne cadraient plus avec ce que j'étais. Une des plus importantes mues que j'ai fait, c'est de laisser le mouvement jovialiste. C'était quelque chose d'extrêmement important dans ma vie. J'étais le président, j'y croyais à 100%. Mais j'étais un des seuls à y croire, donc je ne pouvais pas continuer un projet où je suis seul à croire. Surtout, c'est un projet collectif, donc moi, je ne suis pas ce genre de personne là, qui continue, même si personne autour de lui n'y croit vraiment. Ben, je peux continuer dans mes idées, ma pensée, des choses comme ça, c'est différent, mais dans un projet collectif, si on décide de fonder une communauté, par exemple, et que je suis le seul à y croire, le seul à faire des actions, bien, ce n'est pas ma communauté, je n'y resterai pas. Et déjà d'enlever le mouvement jovialiste, ça a été quelque chose de très important, parce que j'avais cru que ça serait là dans ma vie pendant les prochaines 20 années. Donc je m'étais mis un 20 ans pour ce projet-là. Mais après 5 ans, c'était assez clair que ces gens-là n'allaient pas vouloir vivre vraiment de la même manière que moi. Les gens qui étaient là autour de moi. Je ne peux pas parler de tous les jovialistes, c'est sûr. Mais les gens qui étaient là autour de moi à ce moment-là ne me donnaient pas à croire que je pouvais compter sur eux. Autant au niveau affectif, intellectuel, émotionnel. Je me sentais seul. Fait que c'est aussi bien d'être vraiment seul. Et ça, c'était... quand j'ai enlevé cette peau, ça m'a libéré d'une manière incroyable. Vraiment, ça l'a libéré
plusieurs heures par semaine, plusieurs heures par mois. Ça a libéré mon mental, ça a libéré beaucoup de préoccupations. Et là, je me sens bien. Ça a été dur la première année. Et moi, je suis quelqu'un qui retombe sur ses pieds de toute façon. Et j'ai toujours des projets. Je suis quelqu'un d'heureux, fondamentalement. C'est ce qui me sauve de la majorité des situations, c'est mon bonheur. Je suis heureux, fondamentalement heureux depuis longtemps. Surtout, je dirais, depuis l'âge de 10 ans où j'ai trouvé ma passion, qui est la bande dessinée. Ce n'est plus nécessairement ma passion première, mais la bande dessinée a été ma passion pendant de l'âge de 10 ans jusqu'au moins 30 ans. J'en ai fait de manière obsessive. Et après ça, ça a été la musique, l'écriture, etc. Mais ça reste de l'art. Je demeure un artiste, donc je suis passionné par la beauté, je suis passionné par la création. Et c'est ça qui reste. Et c'est ce qui fait mon bonheur aussi, c'est que même les pires choses qui peuvent m'arriver, je pourrais les transformer en quelque chose de beau. Donc je peux prendre n'importe quelle émotion, sentiment, événement, coup dur, échec, et le transformer en une œuvre d'art. Faire une chanson, écrire un livre, faire une bande dessinée. Et je suis bon à ça, c'est la transmutation de la merde en or. Au contraire de la majorité des artistes qui sont pas capables de faire ça, qui font de la merde avec de la merde, ben moi je prends la merde et je la transforme en or. Je suis un alchimiste. Donc la majorité, je trouve, aujourd'hui, c'est des gens qui font de l'art-thérapie. C'est correct, s'ils sont des malades, puis ils font de la thérapie, et ils veulent sortir leurs démons, mais en fait, ils ne contribuent pas au bonheur de l'humanité, ils ne contribuent pas à amener de la beauté dans le monde. S'ils ne transmutent pas leur merde en or, ça reste de la merde, ça pue, c'est pas beau. Alors que si quelqu'un peut prendre quelque chose de très douloureux, un peu comme dans le flamenco, ce sont des gens qui ont une souffrance extrême, et ça transparaît, mais il y a une telle beauté que ça peut même nous faire pleurer. J'ai souvent versé des larmes en écoutant du flamenco, pas parce que c'était triste, mais parce que c'était beau. Et ces gens-là, c'est des alchimistes. Et moi, je suis comme ça. Je suis capable de transformer n'importe quoi. Donc, je peux transformer le coup dur qu'a été la fin du mouvement jovialiste en quelque chose de très formateur pour moi et qui, finalement, m'apporte beaucoup encore. Je suis heureux de l'avoir fait. Et cette année, ben, j'enlevais la graisse, j'enlevais le gras. Et c'est drôle parce que j'étais à peu près ce poids-là avant de rencontrer André Moreau. Et j'étais toute maigre quand j'avais 30 ans, quand je l'ai rencontré. Et là, je me suis mis à étudier sa pensée, je me suis mis à être beaucoup avec lui. André, il est quand même assez gras. Et tous les gens qui sont autour de lui, ou presque, sont tous gras. J'étais le plus petit à ce moment-là. Et j'allais tous les semaines voir ses conférences et tout le monde était gros, plein d'embonpoint. Et puis finalement, j'ai l'impression que par mimétisme, j'ai fait la même chose. Donc j'ai gagné un bon 40 livres de gras pendant ces années-là. Et je trouve que ça représente aussi l'œuvre d'André, qui est absolument immense, mais il y a beaucoup de gras dans son œuvre. Et si on est capable d'enlever le gras, il y a l'essence qui est extrêmement belle. Et moi, c'est cette essence que je veux aller chercher. L'essence du jovialisme, sans le gras autour. Parce que le gras, ça ne me représente pas. La lourdeur, les redites, ce n'est pas moi. Moi, je suis très... j'aime être filiforme. J'aime être... même si j'étais très musclé, j'aimerais être un musclé un peu plus... très maigre. Un peu comme Bruce Lee ou je n'ai pas tellement d'exemples, mais Bruce Lee est un bel exemple, quelqu'un de très musclé, mais très maigre. Et c'est pas facile, parce qu'il y a des choses que je dois enlever de ma pensée qui sont vraiment intensément incrustées, qui sont des pierres de voûte, si on pourrait dire. Si j'enlève cette pierre, tout s'effondre. Mais j'ai pas peur. Cette année, j'enlève les pierres une par une, je les regarde. Si je trouve qu'elles ont leur place, je les remets en place avant que tout s'écroule. Sinon, je laisse tout s'écrouler, j'en ai rien à foutre. Je sais que j'ai la créativité pour
me recréer, pour reconstruire de zéro. Et dans les prochaines années, vous allez voir un grand changement. Je vais devenir plus maigre encore que je suis présentement. Mais quand même, je vais m'entraîner, donc je vais gagner du poids au niveau des muscles. Et ça, ça va représenter ma pensée aussi. Ma pensée qui va être maigre et juste l'essentiel. Et juste la force, la force brute. Une force de bonheur, une force de santé. Et ça va me permettre de vivre longtemps et de vivre bien. Et en même temps d'inspirer les gens à être comme ça. C'est évident que je ne peux pas être inspiré à 100% par quelqu'un qui ne me donne pas l'ensemble de ce que je désire. Le professeur, il peut être très, très intelligent, mais s'il est gros et malade, bon, il y a quelque chose qui manque pour moi. C'est là que ça arrête dans mon... C'est là, par exemple, que j'arrête au niveau de l'enseignement avec André Moreau. Parce qu'André Moreau, je ne veux pas ressembler à son corps physique. J'aime beaucoup sa pensée, j'aime ses idées. Son œuvre, elle est belle, intelligente, c'est la plus intelligente que j'ai rencontrée. Mais en même temps, il y a beaucoup trop de gras, beaucoup trop de redites, il y a beaucoup trop de surplus qui cache la beauté de ce qu'il y a en arrière. Je comprends pourquoi c'est comme ça. Et pour comprendre ça, il faut vraiment avoir étudié son œuvre aussi. D'une certaine manière, c'est un genre de protection. Son œuvre, elle n'est pas si facile à percer parce qu'elle est très dangereuse. Vraiment très dangereuse. Donc, je crois qu'il l'a voulu ainsi pour que, de son vivant, la majorité des êtres humains n'auront pas compris ce qu'il tente de dire. Et lorsque les êtres humains vont commencer à comprendre, dans 200, 400 ans, ben, il ne sera plus là de toute façon pour se faire taper dessus. Et il aura laissé vraiment quelque chose d'original et de fort pour l'humanité. Et donc, il faut toujours chercher à comprendre pourquoi les gens sont comme ça, ou les situations. Et si on comprend ça, la paix peut s'installer. Une paix intérieure qui peut être là. Comme présentement, il y a des choses qui m'irritent dans mon appartement. L'ensemble est belle, l'ensemble de l'appartement est beau, mais il y a des petites réparations qui devraient être faites. Mais le propriétaire ne réagit pas très rapidement. Je ne dirais pas son nom, c'est une vedette très connue au Québec. Et ça me dérange qu'il ne prenne pas en compte mes demandes. Il ne prend même pas la peine de me rappeler. Mais en même temps, je comprends. Je comprends parce que je vois, quand il vient me voir, je vois son corps physique. Et c'est un état de délabrement déplorable. Donc, il ne fait pas attention à son corps, qui est sa maison physique. Alors, comment pourrait-il faire vraiment attention à ses maisons, à ses appartements, ces choses comme ça? Donc, d'un certain sens, je le comprends. Je ne suis pas obligé d'accepter ce fait qui est sa vibration, mais je comprends pourquoi ça arrive. Et étant donné que je comprends, bien, je suis en paix. Même dans une situation qui pourrait en irriter plusieurs, qui ferait en sorte qu'ils pourraient aller à la régie du logement. Non, j'ai réussi à trouver ma paix. Et je me dis, j'ai comme quelque chose à travailler avec lui. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Et si un jour je suis amené à déménager dans une maison qui va avoir une meilleure vibration, bien, ça va me représenter et puis je serai rendu là. Et moi, j'ai appris à ne pas me sauver, à confronter, à résister passivement aux choses qui vont me déplaire, un peu comme les émotions. Ça prend du courage pour rester planté sur ses deux pieds dans certaines situations où la peur nous ferait détaler comme un lapin. Et je n'ai pas l'intention de détaler comme un lapin, je vais rester bien planté sur mes pieds. Et d'ailleurs, j'ai fait des rêves, quelques rêves dernièrement à ce sujet, qui me montraient à quel point je suis solide dans les fondements les plus profonds de ma métaphysique. Dans ce rêve-là, justement, le propriétaire était là et il me disait qu'il voulait que je parte parce qu'il voulait que sa famille reste ici, etc. Et là, il y avait quelqu'un à côté de moi, il dit « OK, on s'en va. » Et là, moi, je me fâche. Je dis « Non!
Je bouge pas d'ici. Et je me plante direct sur mes 2 pieds. Et là, il s'avance vers moi. Il est plus grand que moi, donc il était très menaçant, comme un gros lion. Alors j'ai comme ployé vers en arrière. Mais j'ai pas bougé. J'ai dit non, je partirai pas d'ici. Je bougerai pas. Je suis ici, j'y reste. Et c'est ça ma pensée, c'est rester dans son centre. J'en ai parlé cette semaine. Créez-vous un centre de gravité permanent et ne laissez personne vous décentrer. Et surtout pas la peur, parce que la peur, c'est ce qui va vous décentrer. C'est la peur qui est utilisée par l'appareil manipulateur plutocratique. Et c'est la peur que vous devez mettre en boîte. Elle est là, la peur, et elle sert à quelque chose, mais en même temps, il ne faut pas être émotionnel et réagir à quelqu'un qui, de toute façon, est probablement en réaction. Donc, si vous comprenez pourquoi la personne agit comme ça envers vous, ça vous aide à être plus solide et à être plus en paix et à voir qu'il y a peut-être un travail énergétique à faire. Je sais que j'ai un travail énergétique à faire avec les gens qui entrent dans ma vie. Un travail énergétique très profond. Et je dirais même plus profond que tous les travailleurs énergétiques que je connais, qui sont des maîtres Reiki, des travailleurs, des harmonisateurs énergétiques, ou même ceux qui travaillent avec les anges, qui sont déjà plus avancés que la majorité. Mais moi, mon travail est éthérique. Je suis ici pour montrer le bonheur, le vrai bonheur, et comment se donner un être. C'est toute une tâche dans un monde où cela importe peu à la majorité. Bien, c'était ma réflexion aujourd'hui. J'espère que ça vous inspire. Je souhaite que ça vous inspire à réfléchir vous-même à votre vie, à comment être heureux, à comment être centré, parce que c'est la chose la plus importante. C'est ce que je vous souhaite, d'être heureux. On se revoit demain. Passez une belle journée.